mais attirer l'attention que vraiment nous sommes à la fin d'une époque et que nous sommes sommés maintenant de passer à autre chose. Ça va être difficile, c'est compliqué, il y a énormément de résistance. Le système, malgré toutes ses failles, est très résilient pour de raisons multiples, hein, parmi lesquelles même on peut remonter à une forme d'anthropologie. Mais tout ça ne permettra pas à l'Algérie de se stabiliser s'il n'y a pas un saut qualitatif, un changement fondamental dans l'approche des problèmes de fond de l'Algérie, dans sa structure en tant qu'organisation étatique, dans notre approche identitaire, dans notre approche de la dimension spirituelle du pays et aussi et surtout dans la dimension économique où il y a lieu de revoir les fondamentaux de façon évidente. On pourra en parler plus longuement si vous le souhaitez. Oui, en lien avec ma première question sur M. Djilali, est-ce que, avec le recul, vous regrettez le choix que vous avez fait, justement, cette bienveillance dont je parlais tout à l'heure, à l'égard du pouvoir de M. Tebboune, au début, au moins, de son premier mandat? Il y a un internaute, un militant, Abdelwahab Moualek, un militant connu. Est-ce que M. Sofiane Djilali regrette d'avoir soutenu les présidentielles du 12-12 qui ont intronisé Tebboune? Mais ça, vous avez déjà répondu dans votre première intervention en disant que vous n'avez pas soutenu, vous n'avez pas appelé au boycott. Allez, oui, bon, je comprends ceux qui ne sont pas d'accord avec notre façon d'agir ou là nos positions, ou là ça c'est tout à fait admissible et même c'est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait cette critique-là. Je pense que l'homme politique n'est pas un homme parfait, il peut faire des erreurs d'évaluation, il peut se tromper et on a besoin de l'avis d'une opposition. C'est pour ça qu'on dit un État fort, c'est lorsqu'il y a une opposition forte. Maintenant, sur la position qu'on a tenue, il faut aussi introduire quelques notions quand même de éthique, j'allais dire. Je ne peux pas juger simplement sur, comment dire, un critère subjectif, l'action d'un homme lorsqu'il prend en charge les responsabilités. Nous savons tous comment la classe politique qui a géré le pays a été formée, comment est-ce qu'elle a été sélectionnée, etc. Mais il est arrivé un moment où on est interpellé face à un changement. J'aurais très bien pu dire non, on continue dans la rue, mais ça a mené à quoi? Je pense que c'était important de dire si le pouvoir a une bonne intention et qu'il a les capacités de faire évoluer le pays, ok, nous sommes au service du pays. Moi, je ne dis pas je détiens la vérité et en dehors de moi, personne ne doit exister. C'est pas ni notre façon d'agir, ni notre rôle en tant que politique. Moi, à l'intérieur du programme de Djil Jadid, du projet de société, je suis là à essayer d'aider à chaque fois qu'il y a une possibilité d'avancer, on avance. Simplement, ce que je demande aux gens, c'est d'arrêter de juger, de préjuger en fait des intentions des uns et des autres, comme si qu'il y a toujours un calcul. Parce que j'entends toujours ces histoires-là, qui est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il a voulu acheter, je ne sais pas. Mais ça, le temps a démontré que nous n'avons jamais rien négocié, que nous n'avons jamais été achetés par quiconque, que nous avons une parole libre, et ça, je peux le démontrer à plusieurs reprises. Et donc, ce que je dis, prenez-le comme étant intègre, honnête. Maintenant, si ce que je dis peut être faux, parce que j'aurais mal évalué ou j'ai pas eu toutes les données, ça c'est possible, on peut se tromper. Maintenant, la position que nous avions prise alors nous a permis aujourd'hui quand même de pouvoir parler. Parce que ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient gardé une position absolument radicale, et le système s'est complètement radicalisé, il les a fait taire. Est-ce que c'est l'intérêt du pays de faire taire tout le monde? Non, absolument pas, au contraire. Et donc, il faut agir et interagir avec une réalité. Moi, je ne peux pas préjuger de quelqu'un avant qu'il n'agisse. Lorsqu'il agit, à ce moment-là, je suis en mesure de juger.
Voilà. Je pense que j'ai dit par rapport Merci. Elias. Marhaba bik, monsieur Gilali, sur Alternative. Ma question, elle va dans le même sens que Rabah. Moi, je fais partie des citoyens, quand j'ai entendu la Deuxième République, c'est vrai, par naïveté, j'ai dit peut-être Gilles Jadid et son président, monsieur Sofiane Gilali, il fait allusion à la République française, de la première à la cinquième, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est que la République, vous savez très bien que parce qu'on sait maintenant que vous prenez le changement radical, une rupture radicale, un changement majeur de système de gouvernance. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que comment vous allez mobiliser? Vous savez très bien, en démocratie, le pouvoir, c'est entre les mains du peuple. Et dans une république, le pouvoir, c'est entre les mains des citoyens. Comment à la fois vous allez mobiliser tout ce flux, à la fois pour instaurer la démocratie, parce que vous pouvez instaurer une démocratie, mais vous pouvez louper de bâtir une république. Parce que la République, le pouvoir de la République, il est entre les citoyens. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Sofiane Gilali, moi, je me rappelle, il y avait un slogan, il y a 2 ans de cela, « Jumhuriya bila muwatana », Jumhuriya bila muwatinin, une république sans citoyens. Comment vous allez remobiliser tout ça pour dire que M. Sofiane Gilali, il a compris finalement que ce pouvoir, que ce régime, il n'y a plus rien à espérer, il faut un changement radical. Comment vous allez mobiliser tous nos citoyens et tout le peuple? Et si quelqu'un avait une recette pour passer de l'état où nous sommes à notre idéal, je crois qu'on l'aurait su. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai profondément conscience qu'une république démocratique ne peut pas être construite sans citoyens. La preuve en est, rappelez-vous, en 2018, nous avions été à l'origine d'une initiative que nous avions appelée Muwatana, ce qui fait référence directement à la citoyenneté. La citoyenneté, par contre, ne vient pas par décret. La citoyenneté se construit. Elle se construit à l'école, elle se construit dans la famille, elle se construit dans les institutions. Malheureusement, nous n'avons pas construit cette citoyenneté en Algérie. Alors, il faut bien commencer par quelque chose. Les citoyens n'ont pas le niveau de conscience et ils n'ont pas les outils de la citoyenneté pour le moment parce qu'on ne leur a pas donné ces outils. Mais il faut construire maintenant un système politique qui, d'abord sur le plan organisationnel, doit opérer des amendements extrêmement importants, parmi lesquels, je peux dire rapidement, l'hyperprésidentialisme ne peut plus continuer. Il faut revenir à un équilibre des pouvoirs très sérieux. Deuxièmement, il faut construire des institutions représentatives très sérieusement et il ne s'agit plus de faire des quotas et de distribuer ça selon les intérêts des uns et des autres. Ensuite, il faut réfléchir une stratégie pour le pays. À long terme, il ne s'agit pas de changer de stratégie à chaque nouveau ministre. Un ministre du Commerce, il vient, il nous dit on libéralise. Un an après, il y a un autre ministre du Commerce qui vient, il nous dit il faut fermer, etc. Ça, ce n'est pas possible de gérer un pays qui doit réfléchir sur les 20, 30 ou 50 ans à venir. Sur plusieurs secteurs, on pourra en parler, autant l'énergie que l'aménagement du territoire, que la sécurité alimentaire, etc. Il y a énormément de domaines qu'il faut réellement stabiliser. Et puis, ensuite, il faut mettre en place un système de recrutement de ressources humaines sur d'autres critères qui ne sont plus les critères de la loyauté par rapport aux responsables. Il faut aller vers le mérite. Et là, il y a un très gros effort à faire. Ça nécessitera forcément, je sais que le mot est un peu galvaudé, qu'il a été utilisé et répété, mais c'est celui qui peut-être explique le mieux. Il va nous falloir une phase de transition pour reconstruire tout ça. Mais une phase de transition qui soit le moment d'un grand débat national où il y a des mesures très importantes qui devraient être prises. Libérer l'ensemble des détenus d'opinion,
l'ensemble des gens qui ont écrit, même dans le cas où il y a eu des abus, mais parce que la situation était telle que des gens peuvent s'être laissés aller à des critiques infondées, parfois à des diffamations, etc. Mais il y a lieu de faire réellement une ouverture par rapport à l'ensemble de la classe politique et de la classe de la société civile. Il y a lieu ensuite d'engager un véritable débat avec la classe politique disponible. On ne peut pas la créer ex nihilo, mais il faut l'intégrer et aller vers un changement de constitution, d'institution, d'élection, etc., tout en engageant par ailleurs et en parallèle de vraies réformes très profondes de l'école, de l'université, des médias. Il faut une ouverture très sérieuse des médias, mais il faut la monter en qualité. Parce que là, une ouverture des médias pour voir des fois des conflits insensés, des discours insensés, non, il s'agit de recréer un espace de liberté, mais un espace de liberté qui apporte la qualité, qui apporte une plus-value, qui apporte de la pédagogie, qui explique aux gens ce qu'il y a lieu de faire et non pas venir faire des conflits de chiffonniers. Voilà un peu l'approche, si vous voulez. Ouais. Monsieur Djilali, vous appelez donc désormais à une deuxième république. Quelles devraient être, selon vous, les fondations concrètes? Est-ce que ce changement profond que vous évoquez doit passer par une rupture avec l'actuel personnel politique ou peut-il être mené, comme par le passé, par les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir? Et comment éviter que cette notion de deuxième république ne soit récupérée ou vidée de sa substance, comme on a pu le constater avec la notion de nouvelle Algérie, qui a été récupérée, vidée de son sens par le régime actuel? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à aider à ce changement-là. Le premier, vous l'avez deviné, c'est le changement générationnel. Vous avez dans toutes les institutions du pays maintenant quand même des cadres qui ont un niveau d'instruction important, qui ont une ouverture, qui savent ce qui se passe dans le monde, qui comprennent les enjeux. Et ce changement-là est extrêmement important parce que le changement démographique, le changement générationnel donne une ouverture, une possibilité. Ensuite, il y a une lourde responsabilité concernant l'opposition en général, celle qui porte un projet de l'état de droit et de la démocratie. Parce que malheureusement, au nom de cette démocratie, je crois qu'on a créé plus de conflits entre ces éléments que contre ceux qui veulent revenir à un système fermé et autoritariste. Je pense qu'on devra, à un moment ou à un autre, dépasser nos divergences et aller vers une convergence beaucoup plus large, au moins dans une première étape. C'est-à-dire, il doit y avoir une forme d'alliance des patriotes là où ils sont, sans exclusion aucune. Penser venir avec des partis politiques ou des opposants et renverser le pouvoir et renverser le système, ça, c'est impossible et c'est dangereux. Maintenant, le pouvoir lui-même, l'État, pas simplement un président ou un gouvernement. Cet État-là doit prendre cette conscience-là, doit prendre conscience que ce changement est absolument vital pour le pays et il doit mettre des ponts avec l'ensemble de la société politique. C'est là où je dis, à nous, en tant que société politique, de préparer, de savoir où aller, d'avoir une vision politique, de s'entendre sur cela et de sortir de la guerre des égos et de pouvoir convaincre ce qui construit, ce qui constitue l'État pour que les changements se fassent de façon souple, mais qu'elles se fassent de façon significative. Il ne s'agit pas de rabibocher ou de rapiécer ou d'apporter. C'est fini. Là, le pays ne supportera pas une énième prolongation d'un système qui a dit son dernier mot. Donc,
Mais est-ce que le pouvoir actuel, M. Djilali, est-ce qu'il peut organiser ce processus? Est-ce qu'il peut le mener? Le pouvoir, si vous pensez à aux dirigeants actuels politiques, je ne pense pas qu'ils soient dans cet état d'esprit. Maintenant, est-ce que la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, c'est-à-dire les gens qui font fonctionner l'État, est-ce qu'ils ont conscience que le changement doit venir? À mon avis, oui. Et c'est pour ça que je dis, le changement générationnel doit nous aider à aller vers une convergence. Maintenant, tous les gens qui n'en pensent pas moins, mais qui ne le disent pas, qui ne contactent pas, qui ne parlent pas, mais je sais que si l'occasion est là, ils seraient eux aussi heureux d'être soulagés. Je pense que c'est dans toutes les institutions, ils ont aussi besoin de ce changement-là. Maintenant, il faut le préparer. Il faut que, contrairement à ce qui s'est passé en 89, où on est sorti du parti unique pour aller vers ce que on croyait être la démocratie, mais c'était une démocratie impensée, non réfléchie. Personne n'avait vu les conséquences des choix qui allaient être pris en charge. Maintenant, prenons le temps. Théoriquement, le mandat actuel du président s'achève en 2029. Pour la durée de vie d'un État, 4 ans, ce n'est pas excessif. Durant ces 4 ans, nous devons clarifier nos idées, nous devions travailler sur un vrai projet, nous devrions dépasser les clivages secondaires, j'allais dire. Ce n'est pas pour les annihiler. Je peux vous dire, par exemple, Gil Jadid est considéré comme un parti sur le plan économique libéral. Le Parti des travailleurs, le PT, est un parti qui prône plutôt une dimension socialiste. Mais si on peut se retrouver sur des questions patriotes, il faut le faire. Parce que demain, si, admettons, l'idée ou la doctrine de Gil Jadid est au pouvoir, il ne faut surtout pas liquider un parti comme le PT, au contraire. Et si le PT devrait être au pouvoir, sa doctrine, il ne faut pas liquider une autre aile. Donc, c'est par l'équilibre des différentes tendances qui représentent réellement les possibilités, les potentialités internes et externes au pays. C'est par ce rassemblement et ce dialogue que nous pouvons créer un équilibre qui permette à l'Algérie de dépasser sa crise. Pardon, Lies, j'ai une question justement en rapport avec ce que M. Djilali disait sur le changement générationnel. Il y a un internaute qui vous dit comment se fait-il qu'un parti qui se revendique Gil Jadid dirigé par des responsables qui ne sont pas jeunes. Je vous donne en réalité l'occasion de lui répondre parce que sur ce plan-là, je sais qu'il y a toute une génération de jeunes qui sont des cadres de votre parti. Bon, tout d'abord, quand on a fait l'Assemblée constitutive et on a choisi le nom de Gil Jadid, c'était sur l'idée que dans la société algérienne, il y avait de nouvelles idées, de nouvelles valeurs qui émergeaient et qu'il fallait mettre en avant, préparer ceux qui pourraient la porter. Donc, ce n'était pas dans l'esprit d'un parti de jeunes, parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est dans le vrai. On peut être jeune et être dans le vrai, mais on peut être aussi jeune et être complètement dans le faux. Donc, ce n'est pas un critère, premièrement. Deuxièmement, malgré ce que je viens de dire, l'ensemble des responsables de Gil Jadid sont jeunes, sont très jeunes. Je suis parmi les plus âgés, ayant été un peu l'initiateur. Je me suis retrouvé à la tête du parti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'emblée, nous avions dans nos statuts fixé à 2 mandats ordinaires pour le président du parti. Autrement dit, si on me considère comme commençant à être âgé par rapport au nom de Gil Jadid, je peux vous dire qu'au plus tard, en 2027, je ne serai plus président du parti et que les jeunes prendront le flambeau, si vous voulez. Donc, je reviens sur l'idée essentielle. Nouvelle génération, Gil Jadid, c'est une génération, vous pouvez acheter un téléphone tout neuf, mais d'une vieille génération. Vous pouvez acheter un téléphone d'occasion, mais de toute nouvelle génération. Donc, ce qu'on veut, c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire d'autres fonctionnalités, d'autres idées, une ouverture d'horizon.
Malgré cela, nous voulons du neuf. Et c'est pour ça que, généralement, l'écrasante majorité des militants et des cadres de Jil Jadid sont jeunes et très peu parmi eux avaient une expérience politique avec d'autres partis. Yes. Alors, ma question, elle est un peu plus complexe, mais bon, on va rentrer un peu dans le détail pour comprendre ce que vous voulez nous proposer comme deuxième république. Et à la lecture, je suis en train de vous suivre, c'est Soufiane, par rapport à ce que vous venez de dire, que le présidentialisme, hein, ou bien, si j'ai compris, le régime présidentiel ou la république présidentielle, elle est à bout de souffle parce qu'elle a été incarnée après l'indépendance. Bah, c'était comme ça. Bon, il n'y avait pas d'autre choix. Il vous reste quoi, monsieur Sofiane Gel? Il vous reste 3. Il vous reste la République parlementaire, la République constitutionnelle, la République fédérale, la République théocratique. Non, parce que vous êtes un parti démocrate progressiste, tendance socio-démocrate sur le libéral sur le plan économique. Donc, vous êtes du côté des démocrates. Il vous reste trois républiques, fédérale, parlementaire, constitutionnelle. Alors, parmi les 3, laquelle vous allez choisir? Est-ce que vous allez bâtir une constitution sur laquelle vous appuyez pour gouverner, pour dire c'est un régime constitutionnel, ou est-ce que vous allez faire comme d'autres pays en Europe, qui est très moderne, surtout les pays scandinaves, ou certains pays aussi comme l'Espagne, comme l'Italie, ce qu'on appelle un régime ou une république parlementaire? Ou est-ce que aussi, peut-être dans les cartons, pourquoi pas, il faut ouvrir le débat à partir du moment où vous prenez un changement majeur. Est-ce que dans vos cartons, dans vos idées, dans les tuyaux, il n'y a pas une idée aussi d'une république fédérale, par rapport à la taille de notre pays? Bon, vous posez plusieurs problématiques qui sont importantes en soi. Par rapport au régime, moi j'ai parlé d'un régime hyper présidentiel actuel en Algérie. Qu'est-ce que ça signifie? Que le président de la République, en réalité, il est le premier magistrat, il a la haute main sur la justice, il a la haute main sur les institutions. Tout le monde sait en Algérie que c'est le président qui désigne le président du Sénat, le Conseil de la Nation, c'est lui qui décide qui va être président de l'APN, c'est lui qui décide des ministres, c'est lui qui décide de tout, de l'APS et du Wali, etc. Ce pouvoir ultra concentré entre les mains d'un homme commence à devenir un danger pour le pays. Parce que si un homme qui détient tous ses pouvoirs, s'il devait faire une erreur, il met en danger l'ensemble du système. Donc, voilà ma première critique. Maintenant, quels sont les choix possibles? Vous parlez de plusieurs systèmes, mais qui ne sont pas sur le même ordre. Le choix organisationnel d'une république, en général, c'est soit présidentiel, soit parlementaire. Le parlementarisme, aujourd'hui, dans la phase actuelle, je ne pense pas qu'il soit possible de l'appliquer avec succès en Algérie. Mais si vous parlez de la Suède, de la Norvège, de l'Espagne, je vous rappelle juste que ce sont des royaumes et donc ils ont un premier ministre qui est élu à partir d'une majorité parlementaire. Vous parlez de l'Italie, c'est encore une tradition du royaume. Je vous rappelle que ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que l'Italie est devenue une république et que la République italienne, finalement, le président de la République est élu que par le Parlement lui-même et il n'a qu'un pouvoir honorifique. Par contre, le régime présidentiel américain, tout le monde le connaît, mais simplement, il y a des équilibres qui interviennent. Le schéma algérien est un schéma français en réalité, inspiré, c'est pour ça qu'on parle d'un semi-présidentialisme ou d'un semi-parlementarisme, mais très souvent, en réalité, en ce qui concerne l'Algérie, on a dérivé vers un ultra-présidentialisme et je pense que là, il faut mettre un terme par des dispositions constitutionnelles très claires. Mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin pour la simple raison et que je pense que si on doit arriver à un nouveau système qui soit consensuel, il doit être discuté. Je ne viens pas avec Giladi, pour comprendre, monsieur Giladi, juste pour comprendre, oui. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, maintenant j'ai bien compris, c'est-à-dire vous restez
c'est-à-dire votre souhait, en tout cas, votre proposition, rester sur un régime présidentiel avec moins de pouvoir, en fait. C'est ça, en fait. Comment trouver l'astuce pour rééquilibrer ou pour que le président n'ait pas tous les pouvoirs comme le cas actuel. Là, il y a personnellement, mais je rends pas public, mais je travaille sur plusieurs possibilités. Il faut, moi j'ai posé comme principe de réfléchir de nouveau à la restructuration de l'État algérien. Il faut le revoir et on n'est pas obligé de recopier des modèles qui existent par ailleurs. Nous avons maintenant une expérience de 63 ans d'indépendance. Nous avons des gens quand même qui réfléchissent, etc. Mais il y a lieu de le faire de manière consensuelle. Il faut en discuter. Le moment venu, il faut mettre sur la table toutes les possibilités. Le jour où tout le monde accepte et porte en lui cette idée, je pense que le pays va se sentir beaucoup mieux et on ira beaucoup plus vite dans la construction de ce que devrait être une Algérie dans laquelle chacun se sent pleinement responsable, mais aussi il est actionnaire. Nous devons nous sentir algériens, non pas parce que nous avons une carte d'identité, mais parce que c'est notre pays qui nous protège, qui est contre l'arbitraire, où la justice, elle rend la justice réellement et non pas la justice du téléphone, qu'il y ait un tout autre état d'esprit qu'on pourra développer s'il y a lieu. Sur les enjeux géopolitiques et économiques, M. Soufiane Djilali, toujours dans vos déclarations récentes, vous dénoncez la grave abdication anticonstitutionnelle sur les richesses minières. Y verrez-vous donc une nouvelle forme de dépendance ou de vassalisation de l'Algérie? Je pense que vous pensez à la récente adoption de la nouvelle loi sur les mines. Qu'en dites-vous? Oui, absolument. J'ai fait référence directement à la loi qui venait d'être adoptée par l'APN et puis tout dernièrement aussi, il y a une dizaine de jours, par le Conseil de la Nation. Je le regrette profondément. Voyez-vous, en début d'émission, on parlait un peu de la tendance, on va dire, doctrinale sur le plan économique de Djil Jadid, où clairement, on a besoin d'un souffle libéral. Par contre, il faut qu'il y ait une véritable souveraineté et surtout sur nos richesses du sous-sol. Ce qui est incroyable, c'est que la Constitution adoptée le 1er novembre 2020 énonce clairement que le sous-sol appartient à la nation. Et je ne comprends pas qu'on puisse proposer et voter un projet de loi dans lequel l'Algérie ne peut pas avoir plus de 20% d'actions parmi l'exploitation. Dans les projets miniers, oui. Il semblerait même qu'il y ait eu quelques accords pétroliers où l'Algérie n'avait plus que 30%. C'est une forme de dénationalisation et c'est pour ça que dans mon tweet, j'avais dit qu'à chaque période avait son Chakib Khelil. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Les richesses minières doivent rester pour la nation et la nation, ce n'est pas aujourd'hui. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les richesses pour une génération. Il y a lieu de laisser le temps que le pays se développe, qu'il digère les technologies, qu'il fasse petit à petit des pas pour devenir maître de ses richesses. Mais si on doit ouvrir le pays, moi j'entends des choses, des entreprises qui appartiennent à des étrangers et qui font sortir l'ensemble des devises, c'est quand même incroyable. Alors que les entreprises algériennes sont complètement camisolées actuellement. On pourra en parler sur le plan économique aussi. Oui, mais justement, comment vous l'expliquez, M. Djilali? Comment vous expliquez que le pays qui a dit que récemment, vous venez de la rappeler, que les ressources naturelles sont la propriété du peuple algérien, puisse en venir à adopter une telle loi? Est-ce que c'est un processus justement de plus en plus important de dépendance ou de vassalisation? Je pose la question parce que par ailleurs, vous, sur le positionnement international de l'Algérie, vous le trouvez incompréhensible. Donc, je souhaite comprendre justement est-ce qu'il y a un processus qui fait que notre pays a tendance à ressembler à un certain nombre d'autres
qui ont cédé face aux pressions des puissances occidentales notamment. C'est ce qui me fait peur. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas le détail des choses. Est-ce qu'il y a des données qui ne sont pas publiques? Moi, je ne veux pas condamner comme ça absolument, mais c'est une façon aussi d'attirer l'attention et de dire on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est sur pression de pays étrangers et qu'est-ce qu'il y a eu en échange? Si on accepte de céder des mines, des richesses, lesquelles, sur quelle base et pour qui, etc. Et qu'est-ce qu'on a en retour? Ça, on veut le comprendre. Maintenant, si ça se fait, parce que le sentiment que nous avons, c'est que l'économie algérienne est gérée un petit peu comme ça, à l'à peu près. Il n'y a pas une vision claire sur laquelle on s'engage, qu'elle soit libérale ou centralisatrice ou socialiste. On ne sait pas, il y a un mélange de tout. C'est un syncrétisme. Alors, d'un coup, on veut que le social, on l'encourage, on dépense énormément d'argent pour soutenir des gens qui ne travaillent pas, mais d'un autre côté, les entreprises, on les bride, on les empêche de se développer, et après, on va ouvrir l'importation à des individus qui doivent transporter avec le cabas, prendre l'avion et venir. C'est insensé. Le monde entier veut faire des économies d'échelle en important par le biais de conteneurs, de bateaux, etc. Au lieu de développer des ports, on va développer des porteurs de valises qui vont à Istanbul nous ramener une valise pleine de chiffons. C'est incompréhensible pour moi. C'est pour ça que j'ai réagi de façon violente. Donc, où est notre vision? Si on veut revenir à l'ère de Boumediene, autrement dit, c'est l'État qui possède tout, c'est un capitalisme d'État, c'est l'État qui se charge d'investir et de gérer et de contrôler. Question qui se pose, est-ce que c'était une expérience réussie ou non? Clairement, lorsque en 86, il y a eu la débâcle qui nous a mené à 88 et la révolte, c'est que le système centralisateur socialiste n'a pas fonctionné. Il a été le créateur de la corruption, du clientélisme, du je m'en foutisme, etc. Une fois sorti de là, on est tombé dans une économie de bazar. On a ouvert n'importe comment le pays et aujourd'hui, on veut refaire marche arrière. On revient de nouveau. Donc, on tourne dans un cercle vicieux. On teste le bazar, il ne fonctionne pas. On revient au secteur public, il ne fonctionne pas. On va retomber dans le bazar. C'est insensé. Et on ne peut pas créer de l'emploi en disant aux gens, vous pouvez faire sortir l'équivalent de 24 000 € par mois en cabas. C'est pas possible. Alors qu'une société qui a des employés, qui a un registre de commerce, etc., n'a pas le droit d'importer son logiciel ou un service à 1 000 €. Donc, il y a quelque chose qui cloche, qui est grave. Et puis, le double taux de la devise. C'est le problème fondamental est là, c'est que le pouvoir n'a pas le courage de dire aux Algériens, voilà notre réalité économique. Le dinar doit valoir sur le marché, s'il était en libre-échange, nous devons être peut-être à 220, peut-être à 210. Mais comme il y a une manipulation, comment dire, on met un taux de change administré, à ce moment-là, il y a une gestion qui est dysfonctionnelle et vous créez un marché parallèle qui vous inonde. Et donc, ni on a la véritable valeur du dinar, ni on peut faire un commerce équilibré, ni on peut négocier de vrais contrats. Donc, c'est pas possible. On pousse les Algériens à devenir des porteurs de valises. On ne veut pas dire des porteurs de cabas. Et c'est que ça ne marchera même pas. Encore une fois, parce que on demande à quelqu'un qui ferait 24 000 € par mois. Vous savez ce que ça signifie? Dans les 300 000 € par an, si on applique ce qui est maintenant légal. 300 000 €, ça vous donne l'équivalent de 6 milliards de centimes. Plus de 6 milliards. Ça dépend avec quel taux de change on le fait. C'est ça, 7 Et à ce milliards. moment-là, vous payez 5%. 5% d'impôts. Et celui qui travaille, qui fait peut-être 5 millions de dinars par an, vous allez l'imposer à 60% lorsqu'il aura payé
l'IBS, l'IRG, les charges fiscales, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux gens, abandonnez les entreprises officielles, abandonnez vos registres de commerce et allez faire les porteurs de cabas, vous gagnerez beaucoup mieux. Mhm. Donc, il y a des incohérences, c'est insensé ça. Est-ce qu'il y a une théorie et une idée brillante derrière? Je ne sais pas. Mhm. À ce moment-là, on va nous l'expliquer peut-être un jour. Mais pour le moment, je pense qu'on est dans un dérapage très grave qui ne nous mènera à rien. Mhm. Sinon, à des problèmes, bien sûr. Oui. Lies. Monsieur Soufiane Gilali, enfin, j'étais comme vous et je pense la plupart de nos concitoyens qui s'opposaient à ce projet de loi sur les mines. Mais c'est une loi, Lies, maintenant. C'est une loi. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est une loi maintenant. Donc, elle a été votée, approuvée par le Parlement, qui n'est qu'autre qu'une chambre d'enregistrement. Mais moi, ce que je reproche, si vous me permettez cette petite remarque, c'est que nous restons toujours au stade de la contestation. Parce que moi, j'ai lu un petit peu quels sont les points sur lesquels il fallait activer. Alors, les entreprises partenaires qui sont invitées à investir en Algérie dans les projets miniers. Au fait, il fallait dénoncer, on ne peut pas octroyer, c'est-à-dire un permis d'exploitation pour une durée de 30 ans. Ce n'est pas possible. Il fallait sur ce point-là dire et monter ou dire non, on ne peut pas attribuer un permis d'exploitation à une société partenaire d'une durée de 30 ans, même si c'est un seul permis. Mais sur une durée de 30 ans, je veux dire, c'est beaucoup. Donc, on reste tributaire, notre économie, elle est encore, je veux dire, tributaire, elle est confisquée. Le deuxième point, monsieur Soufiane Gilali, vous savez très bien, moi j'ai compris pourquoi les autorités algériennes, les autorités algériennes, surtout enfin, le pouvoir, enfin, l'exécutif, pourquoi au fait, vous savez très bien, nous n'avons pas une technologie, nous n'avons pas des compétences dans l'exploitation des projets miniers. Donc, pour mettre en place un projet industriel minier, en même temps, il faut des compétences. Parce que, quand même, en même temps, si vous menez un projet minier industriel, pour in fine, se retirer de cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, il fallait dire, on vous donne, à condition, on accepte pour une durée bien déterminée, 10 ans maximum, l'exploitation du sous-sol algérien, mais la contrepartie, c'est le transfert des technologies. Et le deuxième point, il faut une production locale en Algérie. Monsieur Moktoul, qui a l'habitude, qui est quand même un économiste, qui a l'habitude un petit peu d'intervenir, qui écrit beaucoup, qui intervient beaucoup, je lui posais cette question. Il a dit que le plus important, il faut batailler pour que la production soit locale, c'est-à-dire on n'exporte pas juste des produits semi-finis. C'est ça, c'est sur ces questions il fallait jouer. Oui, on est d'accord, mais il n'y a pas un espace de dialogue parce que l'APN, c'est une chambre d'enregistrement. Point. Il n'y a pas de débat sérieux, il n'y a pas de possibilité de faire changer un projet de loi qui est présenté par le gouvernement. C'est ça notre triste vérité. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas les techniciens qu'il faut, mais peut-être c'est surtout la volonté qu'il n'y a pas. Je vous rappelle qu'en 1971, l'Algérie avait à peine 9 ans d'indépendance. L'Algérie était, l'écrasante majorité de la population était illettrée et pourtant, il y a eu l'exploitation du pétrole. Ils ont réussi, les techniciens, les ingénieurs, les quelques-uns qui étaient là. Maintenant, laissons de côté. On n'est pas capable aujourd'hui. Créons les conditions pour que nous soyons capables dans 10 ans, dans 15 ans. Pourquoi on doit tout exploiter maintenant, immédiatement? Il se pose une question aussi. Pourquoi historiquement, c'est cette génération qui doit consommer le pétrole, le gaz, les mines, l'or, l'uranium, tout? Non, c'est un pays qui doit vivre longtemps. On ne pense pas qu'à nous, qu'à notre génération. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr qu'il fallait prendre des précautions. C'est pour ça que je dis, il y a une forme d'incohérence générale sur le plan des décisions économiques. Les choix économiques et les choix sociaux sont complètement incohérents. J'ai vu
en sous-titre, il y a un commentaire, quelqu'un qui disait nous faisons une politique libérale, mais avec des instruments socialistes. On est dans une situation hybride. Ça a été le cas depuis au moins 1980 ou 79. Il y a le mélange des genres. On n'arrive pas à prendre une décision et savoir ce que nous faisons. Maintenant, l'Algérie avait besoin, sur le plan économique, de stabiliser son système. Je parle du système économique et financier. Il faudrait d'abord qu'on règle le problème du double taux de change. Il faut passer par là. Deuxièmement, il faut régler le problème de la bourse. Il faut que les entreprises qui sont de public, pour leur performance, deviennent probablement privées, mais ne pas les privatiser avec les copains et les coquins. Il faut les mettre dans une bourse et permettre à l'ensemble des Algériens de participer à leur privatisation s'ils le veulent. Une fois que vous avez des sociétés par action, peut-être que le capital d'État peut rester à 30% par exemple, pour pouvoir contrôler à minima le conseil d'administration, mais laisser la gestion aux gens privés qui vont défendre, qui ne vont pas utiliser l'entreprise comme une vache à traire, mais au contraire, une vache qu'ils doivent nourrir pour qu'elle leur donne du lait. Le problème est que nous avons dépensé des centaines de milliards de dollars depuis l'indépendance que pour entretenir des entreprises publiques déficitaires. Elles ne créent pas de marché, elles n'inventent pas de produits, elles font de l'importation, elles ne développent pas le marché de l'emploi. On tourne en rond. Et on met les DG parce que c'est le copain du copain, c'est le cousin du ministre, etc. Mais on ne peut pas gérer un pays de cette façon-là. Donc, il y a un changement radical à opérer, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'organisation de notre État, dans les ressources humaines, comment les gérer. Et l'Algérie, maintenant, est très riche en ressources humaines. Il y a énormément d'Algériens de très haut niveau qui sont dans le monde et qui sont prêts à rentrer dans le pays. En discutant avec eux, on trouvera une façon de faire pour qu'ils managent réellement l'économie algérienne. Donc, il y a énormément de choses à faire, mais encore faut-il avoir une vision claire, le courage de le faire et la volonté de le faire. Mais si on vient au pouvoir juste pour y rester, on ne veut rien changer, bien sûr. Monsieur, deux petites, juste par rapport à la privatisation. Monsieur Yahya, il était courageux, il a dit « Nos entreprises sont déficitaires, maintenant, il faut les privatiser. » Mais l'échec, ce n'était pas un échec quand il voulait privatiser, c'est-à-dire les entreprises ont été revendues à un clan de copains. Mais la privatisation pour sauver des entreprises est une bonne chose à condition de ne pas casser, je veux dire, la masse salariale. Oui, le problème, on sait qui s'est posé. Le principe de privatisation, je suis pour, je l'ai dit. Oui, maintenant, mais il était le seul courageux qui l'a fait. Et moi, je l'ai toujours défendu sur ce point. Parce que. Mais pardon, je vais expliquer ce qui s'est passé. Vous aviez des entreprises dont l'évaluation réelle de ces biens n'a pas été faite. Il y a eu des ventes d'une entreprise, c'est pas la peine maintenant de les nommer, etc., dont le stock de matières premières coûtait 2 ou 3 fois plus cher que le prix de vente de cette entreprise, sans compter le foncier, les bâtiments, le matériel, etc. Donc, c'est là où il y a, au nom d'un bien, on fait du mal. C'est pour ça que je dis, s'il y a lieu de privatiser, il faut le faire dans la transparence. Il faut considérer les employés. On peut très bien penser à leur donner une partie des actions pour qu'ils se sentent impliqués. Vous laissez une partie des actions à l'État et vous privatisez de façon sur la bourse, de façon transparente au reste des Algériens, à condition que ces sociétés soient évaluées, ne serait-ce que sur ce qu'ils détiennent comme bien, sachant par ailleurs que le niveau de production, de plus-value, etc., et tout est à revoir. Donc, il y a toujours une façon de faire qui vous permet soit de régler le problème, soit de l'aggraver. Et nous, on a aggravé le problème parce qu'on a dilapidé les entreprises publiques et on ne les a pas défendues. Il faut défendre les entreprises nationales en tant qu'entreprise, quand je dis nationale, algérienne, mais pas forcément à capital public. Mais il y a eu des aberrations avec le capital public. Il y a énormément
de dévoiement, de dérapage, de vol, de corruption, etc. On a démantelé en réalité le secteur public. C'est la réalité du secteur public. Monsieur Djilali, vous venez de qualifier l'Assemblée populaire nationale de chambre d'enregistrement. Et plus tôt, dans une de vos interventions, vous avez qualifié la justice algérienne de justice de téléphone. Dans un communiqué du 25 mai dernier, vous dénonciez avec force la condamnation à un an de prison ferme de Nahima Abad, cadre de votre parti, membre du secrétaire national, je pense, pour avoir osé critiquer publiquement la gestion locale à Fouca. Vous y voyez donc à juste titre une injustice flagrante, mais ce cas, comme vous le soulignez, n'est pas isolé, malheureusement. Un syndicaliste, M. Lounis Saïdi, le secrétaire général des cheminots, du syndicat des cheminots, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Des centaines de personnes sont emprisonnées. D'autres poursuivis, harcelés quotidiennement, comme c'est le cas d'un militant tout à l'heure que vous avez posé une question à Abdelwahab Moualek. Donc, ils sont poursuivis, intimidés, emprisonnés pour avoir exercé simplement leur droit à la parole. Ma question est double, Monsieur Djilali. Comment vous expliquez cette dérive autoritaire systématique qui frappe même les voix modérées comme celle de votre propre parti, M. Djilali, et surtout, que reste-t-il concrètement de la possibilité d'un changement pacifique, légal, dans un tel climat de répression qui se généralise, qu'on n'arrive même pas à comprendre, alors que le besoin du pays, justement, c'est que les autorités algériennes arrivent à consolider un front interne. On va parler des enjeux régionaux et internationaux. Comment vous expliquez donc cette politique de tout sécuritaire en Algérie? Moi, j'ai le sentiment que le pouvoir, sans le nommer, c'est-à-dire je n'ai pas le nom d'une personne en particulier, mais qu'il s'est recroquevillé sur lui-même et comme si qu'il a un sentiment qu'il est entouré d'un environnement hostile. Et donc, il a cette capacité à réagir en essayant de bâillonner tous ceux qui bougent, comme si qu'il y avait un risque systématique de dérapage, d'explosion, etc. Moi, je condamne absolument l'emprisonnement du syndicaliste, le cheminot, c'est scandaleux. C'est un homme qui n'a rien fait. Éventuellement, la justice avait la capacité d'annuler l'appel à la grève. Il aurait dû y avoir une discussion avec les syndicalistes. Maintenant, il n'y a plus de syndicalistes. La personne, elle a été violentée, en fait. 2 ans de prison, vous brisez cet homme. Mais comme on a brisé maintenant des dizaines de personnes pour des raisons qui sont insensées. Il y a eu quelqu'un qui a été condamné, je pense, si je ne me trompe pas, à 10 ans de prison parce qu'il a vendu une voiture qu'il avait achetée chez le concessionnaire. Il l'a revendue plus cher. Ben, c'est le marché qui le décide, ce n'est pas la personne. On ne condamne pas quelqu'un en prison. On a condamné des gens à 7 ans, 10 ans de prison parce qu'ils ont vendu un peu plus cher de l'huile ou du sucre. Mais c'est insensé, on détruit des familles, on détruit des gens sans prendre de gants. Ça signifie que le pouvoir est dans une situation où il ne supporte plus aucune critique, il ne supporte pas que les gens ne réagissent pas exactement comme ils le souhaitent. Nous sommes dans un état d'esprit où, de nouveau, on gère le pays par l'administration et la justice. L'administration qui donne les instructions, y compris à l'économie, et celui qui ne répond pas aux injonctions d'administration, il sera puni par la justice. Ça, ce n'est pas un système qui peut mener le pays au développement. C'est un système qui, au contraire, va mener à une régression très profonde. D'ailleurs, il y a maintenant une défiance. Les gens ont peur. Les hommes d'affaires ne veulent plus investir. Les gens sont en train de thésauriser l'argent.
sinon s'il n'arrive pas à le transférer à l'étranger. Et donc, on est rentré dans une forme de lutte et de conflit entre un pouvoir qui s'accroche à un système qui est mort mais qu'on ne veut pas déclarer et à une population qui ne veut plus subir ce système-là. Mais on est dans ces contradictions. Et c'est là où peut-être l'élite est un peu absente. Nous n'avons pas suffisamment travaillé pour réunir une élite et proposer un véritable projet alternatif que même les gens de bon sens, même à l'intérieur du système, peuvent accepter. Donc, il y a tout un travail. Nous avons une partie de cette responsabilité-là. Nous devons l'assumer et dire que nous n'avions pas su nous organiser, nous n'avions pas su dépasser nos différends, nous n'avions pas su contrôler nos égos pour proposer un vrai projet à la nation. Merci. Lies. Alors, vous avez fait une déclaration qui m'a fait froid au dos, hein, mais c'est une déclaration, je l'avoue, très courageuse. Vous avez dit, Monsieur Sofiane Djellali, je cite, « La fermeture du champ politique pourrait conduire à l'émergence d'une élite qui détruirait le pays. » Cette élite, si j'ai bien compris, c'est une élite noire, dotée d'une intelligence noire, qui risquerait de détruire le pays. Ma question est simple. Est-ce que cette élite, elle y est? Est-ce qu'elle travaille aussi pour détruire le pays? Est-ce que vos soins, est-ce que votre analyse, vous l'avez identifié? Mais comment, c'est-à-dire, comment neutraliser cette élite qui est dotée d'une intelligence noire? Quand on dit élite, forcément, une élite, moi, j'ai du mal à comprendre élite. Déjà, est-ce que l'élite diplômée, élite politique, élite ceci? Bon, bref. Mais en tout cas, j'ai compris. Une élite, en fait, c'est elle qui propose des idées, qui propose et qui avance et qui mène le combat, mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais cette élite qui détruirait le pays, laquelle? Écoutez, il s'agit juste de regarder autour de nous. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, par exemple? Il s'est passé qu'un régime fermé qui ne permet pas à la population de respirer, eh bien, petit à petit, cette population va faire émerger en son sein des gens qui ont été prêts à s'associer à Israël, à s'associer à ceux qui ont organisé Daesh et à casser et briser l'État syrien. Ça s'est passé. Quand vous regardez autour de vous, si on reprend ici en Algérie, la question algérienne, il y a des gens qui ont une telle frustration, une telle haine maintenant du pouvoir qu'ils confondent pouvoir et État. Ils prennent des positions non pas anti-pouvoir, mais anti-Algérie. Et cette confusion-là, elle finit par se faire parce que les gens ont tellement été blessés, ils ont tellement été rejetés, ils ont tellement subi l'injustice qu'ils développent des réactions ensuite qui peuvent être excessives. Et vous savez très bien, ça s'est passé en Libye, ça s'est passé en Syrie, ça s'est passé au Yémen, ça se passe au Soudan, ça peut se passer dans de multiples pays. Et je ne vois pas pourquoi on serait, nous, immunisés contre ça. Donc, tant que le pouvoir continue à mettre sous pression à la société, déjà, il permet un développement du discours à l'étranger. Vous l'avez bien remarqué, il n'y a plus de médias en Algérie et il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de partis politiques. Et si la loi, l'avant-projet de loi sur les partis politiques passe, je peux vous assurer que les partis politiques n'auront plus aucune existence réelle. Ce sera des annexes du ministère de l'Intérieur, un point c'est tout. Donc, cette fermeture-là, elle est en train de pousser des Algériens à être à l'étranger et à parler à partir de l'étranger. Est-ce que le pouvoir a réglé le problème de la liberté d'expression? Non. Il a juste alimenté une opposition qui ne prend parfois même pas en considération les intérêts de l'Algérie et qui agit à partir de l'étranger. Et on a vu, il y a ceux qui se sont associés à des intérêts anti-algériens à l'étranger. Donc, je voulais faire prendre conscience que la politique d'aujourd'hui est une politique néfaste et qui est dangereuse pour le pays. Or, le pouvoir ne semble pas s'en apercevoir. Et ça, c'est un drame. D'ailleurs, en Algérie, moi, je vous défie de trouver des gens qui peuvent dénoncer. Tout le monde a peur aujourd'hui. Les gens ont peur de dire que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas.
Pardon. Vous le faites, Monsieur Djilali. Le RCD le fait aussi de façon courageuse, même si il se fait interdire un certain nombre d'activités. Mais on le fait, vous savez, on est quelques rares et à la marge. Et malheureusement, ceux qui devraient soutenir sont toujours là à chercher comment se fait-il qu'il peut parler? S'il peut parler, c'est qu'il y a quelqu'un derrière lui. Moi, j'aimerais bien me dire que quelqu'un me dise qui est derrière moi. Depuis 2012, j'entends la même chanson. Alors, j'ai entendu tous les noms de tous les généraux. Ce qui est bizarre, c'est que ces généraux ont souvent été en prison et pendant ce temps-là, moi, je parlais. Et puis, de nouveau, ils sortent. C'est insensé. C'est une façon nihiliste de percevoir tout homme politique. Pour une raison ou une autre, on ne l'aime pas, c'est son droit, mais essayer systématiquement de trouver une raison qui n'existe pas, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas rentable pour le pays. On peut ne pas s'entendre sur une question et avoir un différent d'analyse, ne pas évaluer la même chose, un événement, mais il ne faut pas systématiquement dénigrer la personne. Or, nous sommes très souvent dans le dénigrement et ça, c'est dommage. Venons-en maintenant aux enjeux internationaux. D'abord, je commencerai par la décision de l'Union européenne d'aller en arbitrage contre l'Algérie dans le cadre de l'accord d'association. Qu'est-ce qui justifie cette décision? Qu'est-ce qu'elle annonce? Est-ce que c'est la faute aux autorités algériennes? Est-ce que c'est une pression de la France, justement, en crise avec l'Algérie depuis un an maintenant, qui est derrière, justement, ce nouveau pas jugé comme grave par certains observateurs, M. Djilali? Oui, je pense qu'il y a un faisceau de raisons qui a amené petit à petit à ce qu'il y ait cette crise-là qui n'est pas bonne pour le pays. Dans le cadre de l'Union européenne, l'association donc avec cette union, il est évident qu'elle s'est faite contre les intérêts algériens. L'Algérie doit revoir ce traité-là parce qu'il est déséquilibré, parce qu'il ouvre le pays, il ouvre le marché sans contrepartie sérieuse. Voilà. Et sans investissement, c'est ça? Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement étranger. Mais là, ils peuvent nous répondre, c'est votre faute parce que vous ne nous laissez pas investir. Ça, il y a lieu d'en parler. Mais il n'y a peut-être pas beaucoup de volonté d'investir non plus. Et l'Algérie ne peut pas vendre sérieusement ses produits parce que vous savez, il y a de telles normes qui sont tellement exigeantes qu'il est très souvent très facile pour l'Union européenne de liquider le produit. On l'a vu avec un certain produit. Ils te disent le lait en Algérie n'est pas sous les normes européennes, mais en réalité, le produit est fait à partir de lait importé d'Europe, mais malgré cela, il est interdit. Donc, on est toujours dans les subterfuges qui font que le marché algérien doit être totalement ouvert, mais l'Algérie, en dehors de la vente du gaz et du pétrole, ne peut pas placer ses produits. Parfois, je me demande si on ne revient pas un petit peu au traité de l'opium entre l'Occident et la Chine en 1860, il me semble, où on obligeait la Chine à ouvrir son marché, y compris pour l'opium. Donc, l'Algérie est en position de faiblesse. En plus, nous avions maintenant des crispations, pour ne pas dire de graves crises, avec plusieurs pays. Et là, il y a peut-être des questions à se poser sur notre façon de faire. Pourquoi dans les années 70, dans les années 80, où on est passé par des moments plus compliqués, en particulier en 71, au moment de la nationalisation du pétrole algérien, où la question était beaucoup, beaucoup plus grave, pourquoi, malgré tout, l'Algérie avait réussi à se protéger, à maintenir ses relations, à les rétablir, etc. Il y a certains qui vous répondront, c'est pas la même période. Dans les années 70, il y a, c'est l'ère de la décolonisation, il y a plusieurs peuples qui se sont affranchis, il y a le mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, c'est très difficile de résister, aux forces impérialistes, je dirais. C'est clair, mais qu'avons-nous fait, nous, en face de cela? La situation est en train de s'aggraver, c'est visible. L'Occident, en général, vous le savez très bien, est en déclin. Et quand un empire entre en déclin,
il devient de plus en plus militariste, il devient parfois violent et agressif. Qu'est-ce que nous avions fait? Est-ce que seuls nous pouvons faire face à ce problème? Non, mais on est en train de délier toutes nos alliances stratégiques pour rester dans ce qu'a dit le président hier, dans une zone grise. Est-ce que le gris est bon pour nous? Je ne sais pas. Il faut y penser. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a lieu vraiment de penser à une stratégie qui fait qu'on soit protégé, au moins dans l'essentiel. Ensuite, il n'y a pas lieu de créer une hostilité environnante. Et c'est pas normal que tous les pays trouvent de bonnes raisons pour eux pour nous attaquer. C'est beaucoup. Une fois, ça se comprend. 2 fois, on se pose des questions. Mais quand c'est 5, 6, 7 voisins qui sont mal à l'aise avec vous, vous vous posez la question. Dans un immeuble, il y a 8 colocataires et un seul se bagarre avec tout le monde. C'est qu'il y a un problème chez ce locataire. Il s'agit de traiter la question dans le fond. Est-ce que la solution, c'est de choisir son camp, comme le suggère M. Slim Othmani dans un article publié par Le Watan il y a quelques semaines, qui disait l'Algérie doit choisir entre les USA et la Chine, qui sont les 2 pôles émergents qui vont dominer la planète dans les prochaines décennies? À mon avis, l'Algérie n'est pas un pays dont les capacités financières, économiques, démographiques et géopolitiques qui lui permettraient d'être un pôle aujourd'hui. Et donc, vouloir s'interposer entre 2 pôles, vous allez vous faire écraser et éclabousser. Il faut pouvoir négocier avec l'un ou avec l'autre. Je n'ai pas à le dire aujourd'hui, mais il faut ouvrir le dossier sur le fond. Mais rester comme ça entre 2 chaises, on risque de se retrouver par terre. Yes. Oui, juste pour l'accord d'association Union européenne-Algérie, en fait, c'est que depuis 2015, il faut dire les choses. C'est vrai, il y a un déficit commercial en défaveur de l'Algérie, ça c'est sûr, c'est évident, parce qu'on ne produit rien, on n'exporte que le pétrole, et puis il faut notre marchandise, on n'arrive pas à l'écouler tout simplement. Même les produits artisanaux algériens, ils sont gérés par quelques familles algériennes qui essaient de l'écouler parce qu'ils ont une certaine souplesse, comment écouler cette marchandise. Mais sinon, sur le plan de la production réelle, on ne produit rien finalement. La question, Monsieur Sofiane Gilali, au fait, c'est la même question que là-bas. Vous remarquez que nous sommes isolés. Quand je dis nous sommes, l'Algérie, bien sûr, nous sommes isolés sur le plan international. C'est-à-dire l'AES, la Russie a un désaccord, la France, on a du mal à trouver un terrain d'entente, à faire relancer les relations. Boualem Sansal est en prison. Le journaliste français est en prison. La reprise avec l'Espagne, elle est très compliquée. L'Espagne, elle n'a pas changé sa position, c'est juste qu'elle a besoin de reprendre le partenaire avec l'Algérie sur le plan sécuritaire, la gestion du flux migratoire. La Russie, un peu froide. Les États-Unis, ils nous guettent de loin, ils essaient un petit peu de voir. Et qui gère la diplomatie en Algérie? Qui est le patron de la diplomatie algérienne? Qui décide de cette diplomatie sur le plan international? Qui? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est une décision collégiale? Est-ce que ce sont les conseillers de la présidence ou du ministère? Quand on voit la catastrophe où l'Algérie, c'est-à-dire l'Algérie se trouve dans une phase catastrophique. Même certains pays du Golfe nous tournent le dos. L'Algérie, on l'invite plus, on la consulte plus. Je veux dire, que se passe-t-il dans la maison Algérie concernant la situation internationale? Le constat, tout le monde le fait. Clairement, il y a un très grand malaise dans nos relations internationales. Ce malaise doit provenir de plusieurs raisons. Certaines relèvent probablement d'une responsabilité algérienne, d'autres ne relèvent pas de l'Algérie. C'est clair qu'il y a un contexte. Ce qui se passe au Moyen-Orient, à l'évidence, influe également sur
la politique de l'Occident en général et des différentes puissances sur l'Algérie. L'Algérie a quand même une position de principe par rapport à la question palestinienne, également par rapport à la question sahraoui. Et vous voyez bien qu'il y a un recoupement des intérêts entre plusieurs de ces pays anti-palestiniens, anti-sahraouis, etc. Donc, bien sûr qu'il y a un climat géopolitique. Mais est-ce que nous avons joué toutes nos cartes? Je ne le sais pas. Qui décide? Bon, j'imagine que les relations internationales, c'est d'abord un ministère régalien. Il est sous l'autorité du président de la République. Je pense que c'est le président de la République qui prend les décisions. Maintenant, il doit le faire en consultation, j'imagine, avec le ministre des Affaires étrangères, probablement avec des conseillers. Je ne sais pas. Je n'ai pas le détail comment se prend la décision. Mais en tout cas, elle est sous la responsabilité du président de la République, il n'y a pas de doute. Alors, juste une question par rapport à la question de Boualem Sansa. Là. Donc, on ne va pas revenir par rapport aux propos qui ont été… moi, personnellement, j'ai dénoncé les propos, mais ce n'est pas pour autant de le jeter en prison. Pourquoi l'Algérie? Pour essayer un petit peu d'apaiser les choses et aller dans le bon sens, ne pas libérer une personne qui a 80 ans, malade, certes, je ne sais pas s'il a commis l'irréparable ou pas, ce ne sont pas les propos qui vont mettre en danger l'effondrement de la nation algérienne, je pense, ce n'est pas ça. Pourquoi le pouvoir, les autorités algériennes essayent, un geste humanitaire ou humain, d'apaiser, aller dans le bon sens des choses avec… Je ne connais pas l'évaluation qui a été faite au niveau des responsables. De mon point de vue, si j'avais à prendre une décision, je l'aurais fait passer en justice parce qu'il a tenu des propos inacceptables, mais qu'il pouvait très bien ne pas être mis en prison. C'est-à-dire, pour encore une fois une opinion, cette condamnation valait sur le plan symbolique par rapport à une parole qui a été une parole anti-algérienne à l'évidence, et puis une remise en cause de notre identité, de l'unité territoriale, de ce qu'il a dit sur les moudjahidines. Ça, c'est inacceptable. Mais de là à le maintenir en prison, je pense que ce n'était pas très, très rentable. Il aurait très bien pu, en rentrant, être interrogé, mis comment dire, il y a le terme, c'est-à-dire il n'est pas en détention, mais sous… il y a un terme qui… Contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, absolument. Et puis, une fois jugé, une condamnation sur le plan symbolique, et puis le laisser repartir avec cette condamnation. Bon, l'État ou la justice ou je ne sais qui ont décidé autrement. Je ne sais pas, je n'ai pas leur donné. Monsieur Djilali, ça va être peut-être ma dernière question sur la façon de gérer nos relations avec les pays qui nous entourent. J'ai du mal à comprendre ce que vous reprochez à l'Algérie, au pouvoir actuel, dans sa façon de gérer les relations. Concrètement, par exemple, on reproche à l'Algérie que c'est pas un État, c'est pas un pays qui s'est vassalisé, qui refuse la normalisation avec Israël. Est-ce que les autorités algériennes ont tort? On dit que l'Algérie a du mal dans ses frontières sud, dans le Sahel. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'Algérie dans la gestion du dossier du Sahel, dans sa volonté de faire dialoguer les autorités maliennes, par exemple, avec les groupes d'opposition, notamment armés? On peut dire la même chose sur un certain nombre de questions. Donc, qu'est-ce que vous reprochez? Peut-être qu'il y a un problème de compétences, ça c'est vrai, on dirait qu'on le sent, que le pouvoir en Algérie, il s'est vidé d'un certain nombre de compétences depuis quelques années. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est honteux, à part l'exemple de la détention de Boualem Sansal, par exemple, au-delà ça fait depuis novembre, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, ils auraient dû le libérer.
Mais en général, qu'est-ce qu'on peut reprocher au pouvoir en Algérie dans sa gestion de ces dossiers-là sur le plan international? Sur le plan des principes, il n'y a rien à redire. L'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne. C'est une cause juste en soi et c'est une ignominie ce qu'on voit comme génocide. C'est inacceptable et ce que l'Occident fait aujourd'hui, sa responsabilité totale est impliquée. Les pays européens sont complètement complices de ce qui se passe, de ce génocide qui est inacceptable humainement. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. Au contraire, la diplomatie algérienne au niveau du Conseil de sécurité a agi de manière très courageuse et de manière positive. Il n'y a pas de doute. Maintenant, en diplomatie, avec des pays dont la relation n'est pas spécialement vitale, on va dire. Elle est importante, mais pas vitale. Très souvent, c'est le rapport humain qui compte. Et là, je crois qu'il y a eu des failles. Vous savez, le monde est en train de changer. La géopolitique mondiale est en train d'évoluer très vite. Et notre position n'a pas toujours suivi le changement qui se fait dans le monde. Je vais vous donner un exemple. En 2023, l'Algérie a fait énormément pour s'inscrire dans la mouvance des BRICS. Donc, on s'attendait à ce qu'en Afrique du Sud, l'Algérie intègre le groupe des BRICS. Ça n'a pas été fait. Et du coup, on a changé complètement de pied notre politique, alors que ce genre d'alignement, il doit être stratégique et non pas conjoncturel. Donc, ce changement de pied, déjà, a troublé. Une année après, en Russie, à Kazan, les BRICS proposent à 13 pays de devenir partenaires. Parmi ces 13 pays, il y avait l'Algérie. Sur les 13 pays, il n'y a que l'Algérie qui n'a pas répondu. Donc, on ne veut même plus être partenaire des BRICS, alors que c'est un pôle extrêmement important. Vous avez des pays comme les Émirats arabes unis qui sont pro-américains, pro-israéliens et pourtant dans le groupe des BRICS. Pourquoi l'Algérie doit-elle de nouveau s'aligner sur les Américains contre les BRICS? Je ne comprends pas. Ce n'est pas être contre les Américains, mais c'est nous ouvrir d'autres perspectives avec d'autres pôles dans le monde qui se forment, sachant que à 5, 10, 15 ans, ce sont les BRICS qui vont dominer. La Chine est déjà la première économie dans le monde. Donc, pourquoi s'accrocher à des positions d'amour-propre alors qu'il s'agit des intérêts fondamentaux du pays? Ensuite, peut-être qu'on a commis quelques erreurs de tact avec des voisins du Sud. La façon, peut-être, faut-il qu'on se pose des questions nous-mêmes. Est-ce qu'on n'a pas blessé les voisins du Sud? Parce que avec le Mali, l'Algérie a énormément donné durant les 60 ans. Les Maliens ont toujours trouvé les Algériens à leur côté. Puis d'un seul coup, il y a cette tension-là. Alors, de deux choses l'une. Soit ce sont des ennemis qui sont venus nous les installer dans le Sud. Et alors, qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Pourquoi nous n'avions pas su équilibrer ce qui se passait au Mali, au Niger, en Mauritanie, etc. Donc, tout ce qu'on a fait, on l'a fait gratuitement. On l'a jeté en l'air. Et les puissances qui se créent, elles se créent en faisant éventuellement des coopérations, mais on ne fait pas des coopérations qui se retournent contre soi. Nous donnons de l'argent, des moyens, des investissements, et après, ceux qui en profitent ont toute liberté pour nous insulter. Et c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Il faut qu'on s'interroge sur ce problème-là. Donc moi, je ne suis pas au fait des détails, mais j'imagine que les militaires au Mali ont été blessés lorsque l'Algérie a dit il faut que dans les 6 mois, il y ait une élection. Est-ce qu'en 1965, quand il y a eu le coup d'État en Algérie, les Algériens auraient accepté qu'un pays étranger exige de Boumediene de faire des élections dans les 6 mois? Non. Ce qui s'est passé en 91, quand on est passé par une phase extrêmement dangereuse et douloureuse,
avec le HCE, ou avec un président de l'État en 1994, est-ce qu'on aurait accepté que la France ou l'Amérique ou là nous disent non, non, faites des élections dans les 3 mois? Non. Pourquoi nous, on doit imposer? Donc, il est possible que ça ait été dit selon un protocole, mais ça crée des tensions. Et j'imagine que si on doit creuser, si on doit écouter les Nigériens, les Maliens, etc., on a reçu le Diko qui est l'imam Diko, ouais. Oui, on aurait pu le recevoir sans le présenter à la télévision. On n'accepte pas, nous, que Farhat Mehni soit reçu au Sénat français. Ben, c'est une immixtion et une ingérence directe dans nos affaires. Mais on ne doit pas le faire de cette façon-là. Qu'il y ait des contacts, en particulier parce que l'Algérie a joué un rôle important de médiateur, oui, négociation en tant que médiateur. Il est possible qu'elle se soit portée garante pour les uns et pour les autres et qu'elle agisse dans ce cadre-là. Mais il y a peut-être des questions qu'on doit se poser. Mais on dit aussi que les Émiratis investissent beaucoup dans le Sahel. Mais pourquoi? Pourquoi ils le font contre l'Algérie? Il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. Maintenant, si c'est que des intérêts géopolitiques et géostratégiques, là, il faut qu'on apprenne à se défendre aussi. Là, il est clair qu'il ne s'agit pas de céder sur notre souveraineté. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Merci. Lies, pour la dernière question. La dernière question, en fait, oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Niet, il ne faut pas céder ni sur la souveraineté nationale, ni sur la souveraineté économique. C'est juste pour vous mettre au courant que les Émiratis, le Congrès américain a refusé que les Émiratis investissent dans les ports américains, alors qu'ils ont trouvé une porte d'entrée en Algérie, dans le port de Gigel, de Bujaïa, ainsi de suite. C'est juste pour vous dire que on ne sait pas comment protéger notre souveraineté économique. Alors qu'on a des cadres qui auraient très bien pu prendre en charge la gestion des ports. On aurait pu privatiser pour les Algériens, comme pour l'acier, comme pour mille et une choses. On donne aux étrangers ce qu'on ne veut pas donner aux Algériens. On casse les entreprises algériennes. Absolument, Monsieur Gilali, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, la dernière question, rapidement. Comment vous voyez, est-ce que serait-il possible de construire l'union du Maghreb arabe ou l'union de l'Afrique du Nord et pourquoi pas avec les 3 pays, l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en dehors de la question du Sahara occidental. Est-ce qu'il faut qu'elle soit résolue impérativement pour construire? C'est une condition sine qua non. Est-ce qu'on ne peut pas être pragmatique? Vous venez de dire qu'il y a un changement géopolitique international. Est-ce que, pourquoi pas, on peut se diriger vers ce grand bloc Union Maghreb arabe ou Afrique du Nord avec les 3 pays du Sahel et laissons cette question du Sahara occidental qui doit être résolue dans le cadre de l'ONU? Ou est-ce que c'est impérativement dans la doctrine algérienne, il faut que cette question soit résolue avant? C'est juste. Yes, pardon, Maghreb ou Maghreb arabe? Non, d'abord, parce que non, mais on m'a fait la remarque, oui, tout à fait. On m'a fait la remarque. On est désolé. Non, mais c'est vrai, Maghreb, vous avez raison. C'est pour ça que je dis l'Afrique du Nord. C'est Maghreb, vous avez raison. Merci. D'abord, ce n'est pas dans la doctrine algérienne. Je peux vous donner la preuve. C'est que l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, telle qu'elle s'appelait, c'est l'appellation officielle, a été fondée, il me semble, en 1986. Je rappelle que le problème du Sahara occidental s'est posé de manière très aiguë en 1975, où il y a eu même des morts des 2 côtés, algériens et marocains, à Mgala 1, Mgala 2, n'est-ce pas? Donc, le Sahara occidental ne posait pas un problème doctrinal qui aurait pu bloquer définitivement la constitution d'un Maghreb uni. Maintenant, est-ce que ce Maghreb uni est possible? Est-ce que d'abord, on a envie de le faire? À terme, idéalement, oui, ça serait intéressant. Avec qui, c'est à discuter. Mais probablement, c'est les principaux pays du Maghreb. L'AES, c'est autre chose. Il peut y avoir des traités d'amitié, d'alliance, etc. Mais on ne peut pas les incorporer dans un même espace géopolitique et géoéconomique, pour plusieurs raisons.
Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de coopération très approfondie. Au contraire. Maintenant, est-ce que c'est possible? Malheureusement, en dehors de Algérie, Tunisie, si les conditions s'y prêtent, je pense qu'ils seraient les plus aptes à aller vers une forme d'union qui peut être discutée, remise à jour, une union du Maghreb uni ou quelque chose comme ça. Avec la Libye aussi, en tout cas la Libye de l'Est. Actuellement, la Libye, elle est divisée. Elle vit un grave problème sécuritaire et vous ne pouvez pas normalement prendre parti pour un côté ou un autre parce qu'on aggraverait la situation en Libye. Je pense qu'il faut au contraire essayer de les rassembler. Ça va demander du temps en Libye. Maintenant, par rapport au Maroc et au Sahara occidental. La question du Sahara occidental, en fait, est un élément qui a été utilisé, et dans ce cas-là, je le dis clairement, essentiellement par le Makhzen, par le Maroc, le pouvoir marocain, pour consolider l'idée de nation. Vous savez bien que les nations ne sont pas une création par décret. Elles viennent à travers des défis qui se posent à des peuples. L'Algérie a consolidé sa nation en luttant contre le colonialisme et en obtenant son indépendance. C'est comme cela que les différentes régions du pays se sont soudées et se sont solidarisées. Le Maroc, dans sa position, il n'a qu'un seul réel voisin. C'est son voisin de l'Est, c'est-à-dire l'Algérie. Or, le Maroc aussi a vécu une longue période où il y avait cette différence entre le Makhzen, c'est là où on accumule le trésor, يخزن الأموال ou le blé, Tharawat, ou Ard Siba. Le reste, c'est ouvert. Donc, il n'y avait pas de nation marocaine et elle a besoin d'être consolidée. Or, le Sahara occidental a été l'outil de consolidation de la nation marocaine qui est en cours et elle se fait contre l'Algérie. D'ailleurs, vous voyez dans les réseaux sociaux, dans les échanges, les Marocains sont extrêmement agressifs contre les Algériens et c'est les Marocains qui ont démarré. Je sais qu'aujourd'hui, les Algériens répondent, mais en général, les Algériens n'avaient aucun sentiment hostile vis-à-vis des Marocains, au contraire. Mais il y a eu cette nécessité pour le Makhzen de monter ces critiques-là et d'attaquer l'Algérie sur son identité. Vous savez très bien comment ça fonctionne, que l'Algérie n'a jamais été un État ou que c'était sous l'Empire marocain, etc. Toutes ces histoires-là pour essayer de créer cette nation. Or, une nation ne se consolide pas en 1 an ou 5 ans ou 10 ans. Autrement dit, tant que le Maroc ne s'est pas stabilisé, n'a pas cristallisé sa nation, parce qu'il ne faut pas voir Casablanca et Dar el-Baïda, il faut voir l'intérieur du pays, la relation qu'il y a entre le pouvoir et les populations. Tant que le Maroc ne s'est pas cristallisé, ne s'est pas stabilisé, ne s'est pas constitué définitivement, on ne peut pas passer à l'étape suivante qui serait une véritable union. Donc, oui, il y a probablement à terme, il faut réfléchir à cette union, mais dans l'étape historique actuelle, elle est très compliquée, très difficile, non pas du fait du Sahara occidental exclusivement, mais du fait de la situation même de la nation marocaine. Donc voilà un petit peu les difficultés. Maintenant, est-ce que le Sahara occidental trouvera une solution? Ça semble être très compliqué. Là, on va laisser le temps faire les choses. Merci beaucoup, M. Sofiane Djilali, je rappelle président de Jil Jadid, pour cet échange agréable. Je pense que l'IS l'a trouvé aussi agréable, nos internautes surtout. Donc, bon courage dans ce que vous faites. Merci aux internautes qui nous ont suivis, merci à ceux qui l'ont commenté. Si vous me permettez, Marc, une petite conclusion très courte. Allez-y, je pense que l'Algérie est à un point d'inflexion. Il y a une maturation de la population, une maturation même à l'intérieur de l'État, et nous devons balancer dans quelque chose de nouveau qui devra venir,
j'espère dans un avenir, on va dire court, dans l'âge d'une nation, c'est-à-dire dans les quelques petites années ou peut-être les mois à venir. Et l'Algérie a tous les potentiels, y compris humains, pour très rapidement devenir un pays très agréable à vivre, où il va se réouvrir à tous ses enfants et il va rétablir la sérénité et la solidarité à l'intérieur. Donc, malgré toutes les critiques que j'ai portées, je reste extrêmement optimiste pour l'avenir du pays. Merci beaucoup, Monsieur Sofiane Djilali. Merci, Lias. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Au programme demain, on reçoit Monsieur Saïd Salhi dans une émission, justement. Lui aussi, il a écrit un long texte qu'il a publié sur sa page Facebook. Saïd Salhi, c'est l'ancien vice-président de la Ligue de défense des droits de l'homme. Donc, il a évoqué lui aussi plusieurs pistes en matière sur l'avenir de l'Algérie, sur la transition. Donc, on va échanger demain avec lui. Mardi, on va revenir sur la question des libertés, et notamment les libertés syndicales. On reçoit 3 invités. On va évidemment parler du cas de M. Lounis Saïdi. On va recevoir M. Ahmed Badawi, c'est l'ancien secrétaire général du syndicat des douanes, un puissant syndicat à son époque du moins. M. Adel Abdelzak, un ancien porte-parole du CNES, le syndicat des enseignants universitaires. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et M. Boualem Ziani, qui est un syndicaliste du SATEF de Béjaïa, un syndicat très actif dans le secteur de l'éducation en Algérie. Donc voilà, merci de rester à l'écoute de nos programmes. Bonne soirée tout le monde et au plaisir de vous recevoir à nouveau, Monsieur Djilali. Et bon succès pour ce que vous faites. Merci. Merci.